rentrez chez vous et Dieu vous bénisse. Dans la vie, il y a des séries qu'on attend avec impatience, celles qu'on quitte à regret et celles qu'on aurait aimé ne jamais commencer. 2025 n'a pas fait exception à la règle. Entre fin de séries marquantes, annulations trop précoces, productions qui méritaient clairement de disparaître et véritable coup de cœur, cette année aura une nouvelle fois prouvé que le monde des séries oscille sans cesse entre audace et flemme industrielle. Retour sans filtre sur une année riche en émotions télévisuelles. « 2025, une année comme les autres, est donc légèrement déprimante. Les années se suivent et se ressemblent. Guerre, famine, tensions géopolitiques, crise économique, haine décomplexée sur les réseaux sociaux, bref, tout ce que l'homme avec un grand H sait produire de pire depuis quelques millénaires. Un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération comme une mauvaise série qui refuserait obstinément d'être annulée. Casse-toi, tu fais chier! Face à ce joyeux panorama, difficile de garder la tête froide et surtout de rester positif plus de 5 minutes. La déprime n'est jamais bien loin, tapis dans l'ombre, prête à surgir à la moindre notification anxiogène. Pourtant, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui est encore capable d'offrir de belles choses. T'es sûr? Oui, je t'assure, des petites pépites même. Certes discrètes, mais on peut les trouver parfois planquées derrière un arbre ou un sourire. Bon, clairement, ce n'est pas en m'écoutant ou en regardant des séries toute la journée affalée sur ton canapé, espèce de grosse loque, que tu vas forcément les trouver. C'est vrai, regardez-vous, vous êtes une épave. Enfin, attends, ne t'en va pas, tu n'es plus à 10 minutes près après tout. Autant qu'on passe un peu de temps ensemble, qui sait, je peux peut-être faire partie des belles choses que la vie a à t'offrir. Car la vie est pleine de surprises. Pas toujours bonnes, mais quand même. Avec moi, je te promets que tu vivras des moments inoubliables. Hello, is it me you're looking for? Après ça, promis, tu pourras vaquer à tes occupations. Enfin, mon conseil sera bien de lever ton cul de ton fauteuil, de sortir de chez toi et d'aller te promener dans la nature. C'est bien elle qui peut t'offrir les choses les plus remarquables de la vie. Ensuite, recentre-toi sur ta famille et tes amis, sans oublier tes collègues ou même des inconnus. On sait jamais, tu peux rencontrer des gens sympas. Mais ils sont sympas quand même. Et puis on vit des trucs forts. Parce que je t'assure, le monde n'est pas aussi vil que ce que les réseaux sociaux s'acharnent à te montrer chaque jour. Alors oui, des connards et des connasses, il y en a partout, on est bien d'accord. Mais dans l'ensemble, les gens ont souvent un bon fond. Certes, les réseaux sociaux nous démontrent le contraire chaque jour. Derrière un écran, les langues se délient, ou tout simplement certains et certaines ont un excès de confiance qui atteint des sommets inégalés. Bande de grosses merdes. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde, il va le dire que c'est une grosse merde. Si tu dis que c'est une grosse merde. Une grosse? T'es une quoi? Une grosse... C'est Une quoi? une grosse merde. Une grosse merde. Oui, une grosse merde bien pourrie, tu dis. Oui, ça va, Une oui. grosse merde bien pourrie. Bien pourrie. Mais dans l'ensemble, il y a encore du bon dans ce monde, et heureusement. Par conséquent, balayons le pire d'un revers de la main et conservons uniquement ce que la vie a de plus beau à nous offrir au quotidien. Mais c'est quoi le lien avec les séries télévisées ? Je croyais être sur un site dédié à cet art noble, animé par un spécialiste, et je me retrouve avec un philosophe de comptoir qui a suivi un stage de positive attitude avec Laurie. C'est pitoyable, mec, je me casse. Eh bien, tu as raison, mon cher Jean Gaspard. Il n'y a... Aucun lien, je suis fils unique. Enfin si, parce que si on extrapole cette comparaison un peu foireuse, on peut tout à fait l'appliquer aux séries télévisées. Alors oui, on y va au forceps, mais regarde comme je vais te créer une connexion bancale, mais assumée.
Devant nos écrans respectifs, 2025 a su nous offrir de très bons moments. Elle a aussi réussi l'exploit de nous ennuyer profondément avec des fictions aussi fades qu'un plat de pâtes sans beurre salé. Le meilleur des beurres, et non, je ne suis pas breton. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Elle a déclenché des guerres de tranchées numériques où chacun a défendu ou démoli sa série préférée avec une mauvaise foi sans faille. À travers une multitude de genres, elle a suscité de la joie, de la haine, de la peur, de l'amour, de l'ennui profond et parfois même quelques larmes. 2025 a aussi été une année à la fois différente et terriblement similaire aux autres. On a tous vécu des moments forts devant nos écrans. Alors oui, on ne parle ici que de séries télévisées. On est bien loin des drames qui se jouent à l'échelle mondiale. Mais ces instants de répit, ces bulles de fiction qui nous permettent de débrancher le cerveau, sont essentiels. Je dirais même nécessaires. Au même titre que d'autres occupations plus saines, ils nous évitent parfois de sombrer dans une morosité ambiante bien trop présente. Alors réjouissons-nous parce que 2025 a été une bonne année en matière de production télévisuelle. Et pour s'en rendre compte, je te propose de m'accompagner dans le bilan que je tire de cette année. Entre séries marquantes, fins annoncées et annulations largement méritées, bienvenue dans la rétrospective des séries de l'année 2025. Pour débuter, on va parler des fins de séries marquantes. Bon, tu connais la musique, ici on parle des séries qui nous ont accompagnés durant plusieurs années de nos vies. Celles qui se sont incrustées dans notre quotidien, parfois même dans nos discussions de repas de famille, et dont la disparition laisse un petit vide. Pour certaines, dire adieu pour toujours est donc compliqué. Enfin, quand je dis pour toujours, c'est vite dit. On sait bien que dans 20 ou 30 ans, une chaîne ou une plateforme quelconque aura l'idée saugrenue et surtout lucrative de proposer un revival, un reboot ou un remake d'une série qu'on pensait enterrer 6 pieds sous terre. Prépare-toi donc psychologiquement à voir débarquer en 2050 un revival de Squid Game avec Seong Ji-hoon, inscrit à sa 35e participation pour sauver tous les pauvres d'esprit qui auront signé pour se faire éliminer lors de jeux pour gamins. Ou encore, pourquoi pas, un reboot de Ted Lasso mettant en scène un entraîneur espagnol de water-polo débarquant en Australie pour coacher une équipe professionnelle de course en sac connectée. Quoi ? Oui, dans 30 ans, la course en sac sera le sport mondial. Attention toutefois, le sac sera connecté, piloté par une IA, et nécessitera un abonnement mensuel. C'est n'importe quoi. Mais revenons à 2025 qui laisse derrière elle un paquet de séries, bonnes ou moins bonnes, ayant malgré tout marqué l'univers des fictions télévisuelles. Et en vrac, sans ordre particulier, on pourrait citer Resident Alien qui s'achève après 4 saisons, Cobra Kai qui a eu 6 saisons, Mythic Quest 4 saisons, The Connors avec 7 saisons, FBI International avec 4 saisons, SWAT qui s'achève après ses 8 saisons, You avec 5 saisons, ou encore Vera avec 14 saisons. Mais pour ma part, j'ai décidé de m'arrêter sur 2 séries que j'ai réellement suivies, ce qui m'évitera de faire semblant d'avoir un avis éclairé. Il s'agit de Squid Game et de The Handmaid's Tale. Attends mec, tu ne vas même pas parler de Stranger Things ? Tu ne te foutrais pas un peu de nous ? C'est la base. Après La Casa des Papel, c'est la série phare du catalogue Netflix, merde. Alors non, je ne parlerai pas de Stranger Things, non pas que la série ne mérite pas sa place ici même, ou que je n'ai rien à dire sur celle-ci. Mais le dernier épisode ayant été diffusé en France le 1er janvier 2026, je pars donc du principe que la série s'achève en 2026. On aura l'occasion de revenir sur son cas lors du prochain bilan. Patience. Donc maintenant, respire, et maintenant, arrête de me couper la parole, sale gueux. Tu vas la fermer maintenant. Alors, débutons par la première série dont je voulais te parler. Il s'agit de Squid Game, une série qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Elle compte autant d'adorateurs que de détracteurs. Et dès que tu abordes son cas, tu sais pertinemment que tu te feras soit des copains, soit des ennemis. Bref, Squid Game divise. Et quelque part, c'est déjà une victoire pour elle. Son concept choc, appuyé par des campagnes marketing aussi massives qu'outrancières, l'a propulsé sur le devant de la scène mondiale. Les masques, le thème musical entêtant, les jeux pour enfants détournés, la violence, impossible de passer à côté de ce phénomène. Et justement, parlons-en de ce phénomène, car il ne s'agit ni plus ni moins que de ça.
À ses débuts, la série avait peut-être quelque chose à raconter, une sorte de critique sociale assez frontale d'un monde consumériste régi par l'argent et le pouvoir. Alors, l'idée que l'argent peut tout acheter, y compris la dignité humaine et les vices les plus glauques, alors c'est cool, mais rien de fondamentalement nouveau sous le soleil. Des films comme Hostel avaient déjà exploré ce terrain bien avant, mais au moins, avec un film, c'est plié en 2 heures maximum. On ne tourne pas autour du pot. On évite ainsi les redites. Bon, sauf si on est maso et qu'on se tape toutes les suites de Hostel. Ce qui fut mon cas. Allez, vas-y, dis-moi tout, raconte à ton vieux pote ce qui t'est arrivé. Oui, bon, j'aime regarder ce genre de film avec une boule dans la bouche, le cul nu, et ma maîtresse un fouet à la main. Tais-toi! Je ne veux pas savoir! Va-t'en, je ne veux plus te voir! Bon, le problème avec Squid Game, c'est qu'au bout d'une saison, tout était dit. Nul besoin de prolonger l'expérience. Alors, on peut lui reconnaître une certaine audace dans son approche torture ludique sur la base de jeux pour gamins, mais comme beaucoup de séries démarrant avec une idée percutante dès le pilote, coucou l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps, Squid Game aurait dû s'arrêter là. Ainsi, éviter de tomber dans l'écueil de ne pas savoir s'arrêter à temps. Parce que franchement, faire revenir notre héros dans le jeu, puis le transformer en début de saison 3 en badass, hors de l'arène et en type chétif dès qu'il y remet les pieds, relevait plus de la boucle scénaristique que de l'évolution de personnages. Oui, le traumatisme est toujours là, on a bien compris. Mais ce réveil interminable de notre héros, cette errance narrative, c'était franchement pénible. Ouais, je suis d'accord, c'est chiant. Donc cet épisode n'ayant pas vocation à être une critique exhaustive de Squid Game, je vais m'arrêter là. Mais une chose est sûre, qu'on ait adoré ou détesté la série, elle a marqué son époque. Et dans un paysage télévisuel saturé de contenu aussitôt consommé qu'oublié, c'est déjà beaucoup. Pour la seconde série de cette catégorie, je vais te parler de The Handmaid's Tale. N'ayant pas lu les romans, dont la série est tirée, je vais être clair dès le départ. Mon retour se cantonnera uniquement à l'adaptation télévisée. Pas de débat littéraire ici, juste un ressenti de spectateur qui s'est impliqué au début, puis un peu moins par la suite. On ne va pas se mentir, The Handmaid's Tale est une série de très bonne facture. Dès ses débuts, elle m'a accroché pour 2 raisons très simples. D'abord, son casting, avec notamment Elisabeth Moss, que j'avais appréciée dans l'excellente À la Maison Blanche, The West Wing pour les puristes, d'Aaron Sorkin. Et il y avait aussi également au casting Yvonne Strahovski, que j'avais pu voir dans Chuck. Ensuite, il y a l'histoire de la série, qui a immédiatement su éveiller ma curiosité et m'entraîner dans cette dystopie froide, lugubre et profondément anxiogène. Tout ça ne m'a pas déçu, bien au contraire. La première saison a été un véritable uppercut. The Handmaid's Tale frappe fort, très fort même, avec une écriture chirurgicale, une interprétation remarquable, une réalisation millimétrée et un univers visuel d'une richesse impressionnante. Le décor, les costumes, la mise en scène, tout respire la série Prestige, qui ferait rougir n'importe quel film à gros budget. Bref, rien à redire. La suite m'a également plu, mais, car il y a évidemment un mais, la série a fini par me lasser. Quel ennui, mais quel ennui. Non pas par manque de qualité, mais plutôt à force de répéter inlassablement le même schéma narratif. Cette impression constante que la conclusion est à portée de main, juste là, et que les scénaristes prennent un malin plaisir à reculer l'échéance, saison après saison, pour étirer encore un peu plus la souffrance. Celle des personnages, certes, mais aussi celle des téléspectatrices et des téléspectateurs. Résultat, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas vu la fin de série. The Handmaid's Tale a donc rejoint pour moi ce club pas si fermé que ça des séries que j'ai abandonnées en cours de route, aux côtés de The Walking Dead, Being Human, X-Files, la nouvelle génération, The Good Wife, Misfits, Modern Family ou encore House of Cards. Autant de fictions que j'ai aimées, parfois passionnément, mais dont je n'ai jamais eu le courage, la patience ou l'envie d'aller jusqu'au bout. Et quelque part, c'est peut-être là le plus grand paradoxe de The Handmaid's Tale. Une série puissante, marquante, lourde émotionnellement, mais qui finit par devenir difficile à suivre sur la durée, tant l'histoire peine à avancer. Alors, ce qui n'enlève rien à son importance, mais ça explique que son départ en 2025 peut être perçu aussi comme un soulagement. Quel soulagement! Passons à la catégorie suivante, les bonnes séries qui s'en vont trop tôt.
Cette catégorie, elle parle d'elle-même. Ici, j'ai envie d'évoquer ces séries qui, à mon sens, auraient largement pu se poursuivre quelques saisons supplémentaires sans forcer. Celles qui n'avaient pas encore épuisé leur potentiel, ni leurs personnages, ni leurs idées, mais qui se sont tout de même vu couper l'herbe sous le pied. Parfois, ce n'est pas une question de qualité, ni même d'audience catastrophique. Juste un mauvais timing, une décision de plateforme un peu trop brutale, ou une envie soudaine de passer à autre chose. Ce qui donne des histoires inachevées, des personnages qu'on quitte trop vite, et une certaine frustration. Dans cette partie, on va donc revenir sur 2 séries qui ont tiré leur révérence en 2025, alors qu'elles avaient encore de belles choses à raconter. Pour la première, il s'agit de la série Hysteria. Sur le papier, Hysteria avait tout pour me séduire. Une série qui rend hommage au rock et au metal, avec une bande-son qui aligne des groupes comme Judas Priest, Queen, Alice Cooper, Iron Maiden ou encore Twin Temple, ça coche déjà beaucoup de cases. Ajoute à ça Bruce Campbell, Monsieur Evil Dead, toujours aussi charismatique et conscient de son aura culte, et un casting solide, Julie Bowen, Anna Camp, Garrett Dillahunt, et tu obtiens une proposition immédiatement sympathique. Rien que pour cet amour affiché de la musique amplifiée, Hysteria mérite qu'on s'y attarde. Alors de quoi ça parle ? L'intrigue s'ancre dans l'Amérique des années 80. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Mais il va la fermer sa gueule! Et la fameuse satanique panique. Cette période où le métal, l'occulte et les jeux de rôle étaient accusés de pervertir la jeunesse. Sur le principe, la série exploite intelligemment cette hystérie collective et cette paranoïa absurde en jonglant entre horreur et satire. Mais très vite, la promesse initiale s'effrite. La musique et l'occulte passent au second plan au profit de dramas adolescents assez convenus. Dylan, notamment, devient l'archétype du héros agaçant qui enchaîne les mauvaises décisions sous couvert d'apprentissage de la vie. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein ? Dommage, car l'univers méritait mieux. Et le vrai problème de Hysteria, c'est qu'elle ne sait jamais vraiment ce qu'elle veut être. Une comédie mordante, une série horrifique ou un drame pour adolescents. À vouloir jouer sur tous les tableaux, elle finit par perdre son identité. L'humour s'efface, l'horreur manque de mordant, et la série reste coincée entre 2 tons. Pourtant, elle avait encore du potentiel, et aurait clairement gagné à se poursuivre une saison ou 2 de plus pour s'affirmer. Au lieu de ça, Hysteria s'arrête trop tôt, laissant derrière elle une impression frustrante de rendez-vous manqué, et quelques bons riffs en mémoire. Pour cette seconde série de cette catégorie, je vais te parler de The Righteous Gemstones. Avec The Righteous Gemstones, Danny McBride fait ce qu'il sait faire de mieux. Il ose tout. Après Eastbound and Down et Vice Principals, il transforme la religion en sitcom trash, sale, débile et volontairement vulgaire. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein ? Mais on rigole en même temps. La série s'attaque sans filtre aux télévangélistes de pacotille, à la bigoterie spectacle et aux faux prophètes à Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. sa gueule, sac à crotte. Le tout avec un sens de la caricature poussé à l'extrême. C'est excessif, parfois jusqu'à l'overdose, mais ça tape souvent juste. Et surtout, c'est très fun. Il faut dire que le casting est totalement fou. Danny McBride, en héritier aussi con qu'arrogant, Walton Goggins, que tu as pu voir dans The Shield, Sons of Anarchy, The Unicorn, Justified, ou actuellement dans Fallout, en pasteur lubrique toujours à la limite du malaise, Eddie Patterson, que tu as pu voir dans Resident Alien, ici en sœur mégalo incontrôlable, Adam Devine, que tu as pu voir dans Workaholics, ici en cadet bodybuildé complètement paumé, sans oublier l'excellentissime John Goodman en patriarche désabusé. Eh bien tous semblent s'éclater et repousser leurs personnages dans leur dernier retranchement. L'énergie est communicative, le rythme souvent infernal, et on se laisse embarquer sans trop se poser de questions. Mais bon, à force d'en rajouter, The Righteous Gemstones flirte parfois dangereusement avec l'indigestion. Les blagues pipi-caca, les crises d'ego interminables et les gags qui s'étirent un peu trop finissent par lasser. Oui, alors c'est le principe de la caricature, on est d'accord. Et oui, c'est pleinement assumé. Mais à plusieurs reprises, on aimerait simplement que certains personnages ferment leur grande bouche 2 minutes. Malgré ça, la série avait encore de la marge et de belles choses à dire. Son arrêt en 2025 laisse donc un goût frustrant. Celui d'une comédie irrévérencieuse et jouissive, peut-être imparfaite,
mais clairement parti trop tôt. Parce que franchement, j'aurais bien signé une saison de plus avec cette famille déjantée. Pour la troisième catégorie, on va s'attaquer aux séries qui méritaient leur annulation. Alors, on ne va pas se mentir, certaines séries méritent un arrêt soudain. Quand, au bout de quelques épisodes, tu sens que le scénario n'a strictement rien à te raconter, autant éteindre la télévision et passer à autre chose. La vie est trop courte pour ça et ton temps aussi. Et oh les enfants, vous n'avez rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Allez, on éteint. C'est un peu comme la bouffe si tu veux. Quand dès les premières bouchées, tu comprends que le plat ne va pas te plaire, tu es normalement assez malin pour poser ta fourchette et pousser ton assiette, histoire d'éviter l'indigestion ou pire, la chiasse de l'année. C'est ce qu'on appelle du bon sens en fait. Eh bien, pour les séries, c'est exactement la même chose. S'acharner n'a jamais transformé une mauvaise recette en plat gastronomique. Et figure-toi que cette année, j'ai eu ce ressenti pour plusieurs fictions. Ouais, des fictions qui auraient dû s'arrêter plus tôt, voire ne jamais exister, mais qui malgré tout ont persisté, comme si quelqu'un, quelque part, avait cru dur comme fer à leur potentiel. Spoiler alert, il avait tort. Pour la première série, j'ai envie de te parler de Rescue iSurf. Et je t'en ai déjà parlé d'ailleurs de cette série. Si, souviens-toi, dans mon pronostic de la rentrée des séries de 2024. Donc d'ordinaire, je me contente de flairer les catastrophes à distance, sans forcément aller jusqu'au bout de l'expérience. Mais parfois, j'aime me faire mal. J'aime cette douce souffrance cérébrale que peut infliger un scénario creux, histoire de vérifier si mon instinct ne m'a pas menti. Et bien ici, pas besoin d'attendre d'être au creux de la vague. Dès le sommet, autrement dit dès le premier épisode, tu sais exactement dans quoi tu mets les pieds. Et si tu te demandes dans quoi, je te le dis de suite, dans la merde. Ça donne envie, hein? La série n'a rien à raconter, et quand elle tente vaguement quelque chose, elle le fait mal. Les personnages sont des clichés ambulants, sans la moindre profondeur, et les intrigues sont aussi palpitantes que le cœur d'un papy de 103 ans sous bêta-bloquant. On est face à la série network américaine typique, aussi paresseuse que les autres. Même archétype, même situation, même ficelle usée jusqu'à la corde. Rien ne dépasse, rien ne surprend, rien ne donne envie de s'accrocher. Une annulation rapide, bienvenue, qui ressemble presque à un acte de compassion. En résumé, c'est nul! C'est nul! C'est nul! Pour la deuxième série, j'ai envie de te parler de Dexter Original Sin. Je sais qu'en parlant de cette série, je ne vais pas me faire que des amis. Et pour être totalement honnête, je n'ai même pas osé la regarder. Il faut dire que j'en ai tout simplement ras-le-bol de Dexter. Autant la série originale m'avait clairement plu à ses débuts, au point même de surpasser les livres dont elle était tirée. Mais autant sa fin et sa suite improbable, Dexter à la neige, ne m'ont jamais convaincu. Alors quand j'ai entendu parler à la fois de préquels et de séquelles, j'ai préféré botter en touche sans hésiter. Démerdez-vous sans moi! Pourtant, si l'on en croit de nombreuses critiques croisées ici et là, Dexter Original Sin serait une bonne série, qui a su reprendre ce qui a fait le succès de sa grande sœur. Alors peut-être. Mais à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Le flux de nouvelles séries est devenu tellement massif que tout regarder est impossible sans y laisser sa vie sociale ou même un début de santé mentale. J'ai donc tiré un trait sur l'univers de Dexter, au moins pour le moment. Non pas par haine, mais par fatigue. Cela dit, si ton amour pour la série est tel que tu as envie de me le défendre bec et ongle, je suis tout oui. Qui sait, tu réussiras peut-être à me donner envie d'y replonger. Mais il faudra faire preuve d'une grande persuasion, jeune Padawan. Ton esprit doit être attentif à la force, jeune Padawan. Pour la troisième et dernière série de cette catégorie, parlons de Yellow Jackets. Et pour tout te dire, Yellow Jackets a été l'un de mes coups de cœur de 2021. Dès le premier épisode, la série a su me séduire. Débuter le premier épisode avec une chanson des Smashing Pumpkins, pour moi c'était validé dès le départ. Et puis il y a aussi cette aura des années 90, décennie bénie de mon adolescence. Et puis il y a ce casting 5 étoiles. Juliette Lewis, Ella Purnell, Christina Ricci, Mélanie Lindsay, Lauren Ambrose, puis Elijah Wood plus tard. La première saison est donc franchement prometteuse. Ça bouge, les rebondissements s'enchaînent, parfois même un peu trop, mais au moins on ne s'ennuie jamais. En revanche, quand je vois passer des titres putaclic du genre Entre Lost et Cannibal Holocaust, Yellow Jackets et la pépite cachée de 2021, coucou Combini, coucou, je ne peux m'empêcher de glousser.
Non mais sérieux les gars, la série n'a absolument pas révolutionné le paysage télévisuel comme a pu le faire Lost à son époque. Et on est à des années-lumière d'un cannibale holocauste. Ce n'est pas parce qu'il y a une scène de cannibalisme en plus suggérée qu'il faut sortir les comparaisons cinéma les plus pétées possibles. Sinon on peut s'amuser longtemps à pondre des titres bien pourris du même acabit. Allez, je t'en sors 3 comme ça. Entre Seinfeld et Un homme d'exception, The Big Bang Theory et La pépite cachée de 2007. Entre Twin Peaks et Seven, Big Sky et La pépite de 2020. Et entre Code Quantum et 12 Monkeys, Bodies et La pépite de 2023. Bon, on pourrait en sortir d'autres, mais ça n'a aucun intérêt et c'est surtout complètement faux. Tout ça est ridicule. Bon, malheureusement, Yellow Jackets fait partie de ces séries au concept de départ très fort, mais incapables de proposer une intrigue réellement synthétique. Ou plutôt qui ne veulent pas le faire tant que le succès est là. C'est ainsi que l'histoire s'étire, les mystères stagnent, et sans surprise, je me suis lassé au fil des épisodes. On se fait chier! Une série qui avait tout pour marquer, mais qui a préféré tirer sur l'élastique jusqu'à ce qu'il claque. Et pourtant, quand ça claque, ça m'éclate. Allez, fouette, cocher! Allez, passons à la dernière catégorie, mes séries coup de cœur. Heureusement, 2025 n'a pas été qu'une succession de fins de série, d'annulations frustrantes et de plantages plus ou moins douloureux. Il y a aussi quelques belles pépites. Avant d'entrer dans le dur avec mes 3 véritables coups de cœur, j'ai envie de te parler rapidement de quelques séries qui m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord Pluribus, comment passer à côté. La nouvelle série de Vince Gilligan, le papa de Breaking Bad et Better Call Saul. Donc là, clairement, il y a une idée vraiment originale. Il y a une interprétation de Rhea Seehorn au poil et une réalisation toujours aussi maîtrisée de la part de Monsieur Gilligan. La série envoie un joli pied de nez à notre société ultra connectée et consumériste. Certains lui reprochent son rythme lent, quand d'autres parlent plutôt de séries contemplatives. Bon, on va arrêter là de suite, on n'est pas non plus dans un film de Terrence Malick ou dans le film A Ghost Story. Donc oui, on est devant une excellente série, de là à l'encenser à ce point, on va se détendre. Ensuite, il y avait la série Hit Welcome to Derry. Je n'attendais strictement rien de ce nouveau portage de l'univers du clown Ça. Et contre toute attente, je n'ai pas été déçu. Sans être exceptionnelle, la série se suit plutôt agréablement. Les apparitions du clown ne se font pas attendre, même si j'aurais clairement préféré davantage d'effets pratiques à certains CGI parfois un peu moches. Et enfin, j'ai envie de te parler de la série Mobland, une bonne série de mafia portée par un casting solide. Bah ouais, il y a Tom Hardy, et comme toujours, le mec est impeccable. Ensuite, il y a Pierce Brosnan aussi, qui s'offre un rôle un peu à contre-emploi. Et ça lui colle bien. Et ensuite, Hélène Mirren, qui se montre assez bluffante. Parfois un peu dans le surjeu, mais dans l'ensemble, ça passe. Donc Mobland est une bonne série de mafia. On n'atteint pas le sommet des Sopranos, mais c'est déjà pas mal. À présent, place à mes 3 coups de cœur de l'année 2025. À la 3e place, il s'agit de The Studio, la nouvelle série signée de l'infatigable Seth Rogen. Ce mec est tout de même une anomalie statistique. Il pond des projets comme d'autres sortent des commentaires de merde sur les réseaux sociaux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'est jamais à côté de la plaque et que ses projets ne sont jamais à jeter. The Studio n'est clairement pas un projet de plus donc à ranger au fond d'un tiroir, mais c'est une vraie réussite. Rogen, dans la série, y incarne Matt Remick, nouveau directeur d'un studio de production, et il nous plonge dans les coulisses aussi fascinantes qu'ahurissantes de l'industrie cinématographique américaine. La série est drôle, souvent très juste, et surtout délicieusement cynique. Elle démonte sans détour ce petit monde où l'ego est roi, où les caprices de stars dictent les décisions artistiques, et où les strass et les paillettes régissent sans rougir les plateaux. L'écriture y est fine, le rythme maîtrisé, et l'autodérision permanente fait mouche. Monsieur Mouche! Et avec tout ça, c'est encore un hit pour la plateforme Apple TV+, qui décidément nous comble, nous sériphiles, de séries toutes plus qualitatives les unes que les autres. Pour conclure, The Studio est une comédie intelligente, mordante et parfaitement consciente de ce qu'elle raconte. À la 2e place, j'ai envie de te parler de Task, une mini-série signée HBO. Enfin, c'était une mini-série, car face au succès de la première saison, une saison 2 serait désormais dans les tuyaux. Et là, je t'avoue que j'ai toujours une petite sueur froide. On connaît la chanson.
Une série pensée comme un tout, prolongée parce que ça a marché et qui finit malheureusement par s'auto-parodier. Ce n'est pas comme si les suites de séries non prévues au départ s'avéraient être de la merde par la suite, n'est-ce pas? Ça n'arrive jamais. Franchement, Prison Break et 13 Reasons Why, ça valait le coup de les poursuivre, on est bien d'accord? Je ne crois pas à ces tirs. Non, t'as raison, c'était vraiment des idées de merde. Mais bon, laissons à Task le bénéfice du doute. Au-delà des qualités évidentes qu'on attend d'une production HBO, réalisation solide, casting impeccable, intrigue bien ficelée, la véritable force de Task réside ailleurs. Là où la série frappe très fort, c'est dans l'écriture de ses personnages. En seulement 2 épisodes, tu t'attaches à eux. Tu as l'impression de les connaître depuis des années, de comprendre leurs réactions, leurs failles, leurs contradictions. Et ça, franchement, ce n'est pas donné à toutes les séries. Quand une fiction arrive à me faire aimer ses personnages aussi vite, sans forcer l'émotion ni les grands discours explicatifs, je ne peux que saluer le boulot. Bravo! C'est formidable d'avoir réussi ça. Task ne cherche pas à impressionner à coups de twist tape à l'œil. Elle prend le temps de construire ces hommes et femmes à qui il est difficile de ne pas s'attacher. Et parfois, c'est largement suffisant pour faire toute la différence. Et donc en lien avec ça, je terminerai en saluant le travail des comédiens et comédiennes, bien entendu Mark Ruffalo, et en particulier celui de Tom Pelphrey, que tu as pu voir dans Ozark, Outer Range ou encore Banshee. Il nous offre une interprétation remarquable. Il est à la fois touchant, percutant et profondément humain. Un rôle tout en nuances, jamais dans la démonstration, qui donne encore plus de poids émotionnel à la série. Clairement, Task ne fonctionnerait pas aussi bien sans cette justesse d'interprétation. J'attends à présent avec curiosité la saison 2, j'espère qu'elle sera aussi qualitative. Quant à toi, si tu n'as pas encore vu la série, fonce, elle vaut vraiment le coup. Et encore plus si tu as aimé la série Mare of Easttown qui a été créée par le même gars derrière Task. Et à la première place, ma série coup de cœur, ma série de l'année, c'est Empathy. En seulement un épisode, j'ai compris qu'avec Empathy, je n'étais pas face à une série comme les autres. Ici, pas de produit formaté ou de fiction insipide. Je me retrouvais devant une série qui en a dans le ventre et qui ne plaisante pas avec ce qu'elle raconte. Dès le premier épisode, le ton est donné. Tu sais que tu vas passer sans prévenir du rire aux larmes. Et Empathy, elle réussit ce pari pourtant casse-gueule de jongler entre comédie et drame avec une facilité assez déconcertante. La série aborde des thématiques aussi universelles que la famille, la solitude, la mort, l'amour, l'amitié ou encore le deuil, et toujours avec une grande justesse. L'écriture y est fine, jamais démonstrative, et cette précision se retrouve dans les interactions entre les personnages, des interactions qui sonnent toujours vraies. Bien entendu, le duo Florence Lompré et Thomas N'Guijol, désolé pour la prononciation, y est pour beaucoup. Les 2 comédiens livrent une prestation impressionnante, sans fausse note. C'est excellent, vous avez un grand talent. Mais ils sont loin d'être seuls à tirer la série vers le haut. Les seconds rôles ont une vraie place dans le récit et participent pleinement à l'évolution des personnages principaux. Mention spéciale à Benoît Brière, bouleversant dans le rôle de Jacques Dallaire, un personnage profondément humain et impossible à oublier. Tu l'auras compris, Empathy est une grande série. Rien n'est à jeter. Et si la suite maintient ce niveau d'exigence, elle pourrait sans difficulté entrer dans mon panthéon personnel des séries cultes. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Oui, tout à fait, aux côtés de 6 Feet Under, c'est pour dire. Quoi qu'il en soit, Empathy est une série à voir absolument. Par contre, je te conseille de mettre les sous-titres, car le québécois est certes une belle langue, mais en attendant, c'est parfois compliqué à comprendre. Cette année nous aura fait passer par tout le spectre émotionnel possible. De belles claques télévisuelles, des adieux marquants, des annulations frustrantes et quelques séries qu'on aurait volontiers jetées à la mer sans bouée. Meurs, pourriture communiste. Donc une année riche, imparfaite, parfois brillante et parfois désespérément paresseuse. Car si les séries continuent de nous animer, elles restent le reflet d'une industrie en perpétuelle mutation. Une industrie capable du meilleur comme du pire, oscillant sans cesse entre prise de risque salutaire et recyclage d'idées jusqu'à l'écœurement. Je suis écœuré. On sent parfois la peur d'innover, l'envie de capitaliser à tout prix sur des licences connues, quitte à oublier ce qui faisait leur force à l'origine. Heureusement,
2025 a aussi su nous rappeler pourquoi on aime tant les séries. Pour ces moments suspendus, ces personnages qui nous collent à la peau, ces histoires qui nous font rire, pleurer ou réfléchir un peu plus que prévu. Alors, en attendant de voir ce que 2026 nous réserve, n'oublions pas que les séries restent un refuge précieux, un échappatoire nécessaire. Mais n'oublions pas non plus de lever la tête, de regarder le monde autour de nous. Il peut être dur, parfois violent, mais il est aussi, très souvent, profondément beau. Ce bilan des séries télévisées 2025 s'achève ici. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu découvrir des séries. Maintenant, c'est à ton tour de venir me partager ton bilan de l'année, tes séries coup de cœur, les séries que tu es content de voir disparaître et les séries bien entendu qui vont te manquer. Pour ça, je t'attends sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les bonnes plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de la vie, passe une excellente année 2026, méfie-toi des séries qui veulent trop en faire dès le début, et bisous.